Bien, passons justement à la catégorie verte, que l'on a rebaptisée voiture écologique de l'année. Et ça, c'est un excellent choix. C'est à cause de vous, j'allais dire. Un excellent choix, oui. Puisque, évidemment, nous remettons cette année ce prix en partenariat avec le magazine Voiture écologique, dont l'Argus est actionnaire et dont vous êtes le rédacteur en chef, cher Jean-Luc. Je m'en excuse. C'est pas grave. Donc, changement de nom, mais une catégorie qui reste évidemment celle des voitures. Alors, propre, j'aime pas. Hein. On va rajouter des guillemets à propre, même si les véhicules dans ce segment ont fait de gros progrès. Je vais demander à l'éditeur du magazine de voitures écologiques, à Marc Tessier d'Orfeuille, de nous rejoindre. Marc. Oh, il est grand, alors il prend la grande marche. C'est une question très personnelle, vous n'êtes pas obligé de répondre avec tous les gens qui écoutent, mais pourquoi avoir monté voiture écologique ? Tout simplement parce qu'on a rencontré un rédacteur en chef qui était disponible à ce moment-là et que s'il y avait bien un magazine à lancer, c'était celui des voitures écologiques. Il y a encore quelques années, il y avait des magazines mais il n'y avait pas de voitures. Et puis il n'y avait plus de magazines et les voitures arrivaient, donc on s'est dit qu'il fallait lancer le magazine des voitures écologiques. Le bon timing, merci messieurs. Marc, on vous retrouve après, merci de passer nous voir. Découvrons les finalistes de la catégorie. Et les nominés, Marc l'a dit, il y a de plus en plus de monde dans cette catégorie, donc ça n'a pas été facile, et c'est pour ça qu'on va regarder. Pour commencer, la BMW i3. Avec prolongateur d'autonomie, s'il vous plaît. La Lexus IS 300H, donc hybride. F-Sport. F-Sport. La Toyota Auris hybride. Rien à rajouter puisque tout est dit. Le Range Rover hybride diesel, étonnant. Étonnant voiture, effectivement. La Renault Zoé, dans sa finition zen. Et alors le podium, la troisième, la Toyota Auris hybride. La deuxième, la Lexus IS 300H. Et la voiture qui remporte donc le titre de voiture écologique 2014, la BMW i3 avec prolongateur d'autonomie, rajouterait Didier Laurent. Et donc j'invite à nous rejoindre Philippe Boursereau, le directeur de la communication de Toyota France, Cédric Danière, le directeur de Lexus France, et Emmanuel Brett, encore lui, puisqu'on l'a vu il y a quelques instants, le directeur des ventes de BMW France, qui ne nous quitte plus. Prenez place. Merci. Merci Alexandrine, vous êtes parfaite. Bien, messieurs. Bon, Philippe Boursereau, on va commencer par vous, tant pis. Voilà. Bon, Toyota, une petite marque qui développe enfin l'hybride, serait-on tenté de dire on n'est pas en 1997 ? Ah non, excusez-moi. Jean-Luc Moreau a bugué. Il a bugué, il nous a ramené quelques années en arrière. Aurait-on pu imaginer, on va dire il y a 20 ans, au moment où Toyota développait vraiment l'hybridation, qu'on pourra arriver à des niveaux de vente aujourd'hui comme ce qui se passe avec l'Auris hybride. Quelle est la proportion d'hybrides vendus déjà sur ce modèle particulier ? Alors effectivement, c'était difficile de pouvoir imaginer atteindre de tels niveaux. Juste un chiffre, il nous a fallu pratiquement plus de 10 ans pour atteindre le premier million d'hybrides vendus dans le monde. Et là, on vient de passer en 5,8 millions avec des ventes qui vont dépasser 1,2 million cette année. Donc effectivement, il y a une accélération considérable sur cette technologie. Maintenant, sur la proportion que représente l'hybride sur un modèle comme Auris, c'est très simple. En France, c'est 80%. Et je pense d'ailleurs que probablement que c'est lié aussi au fait que le marché français est un marché extrêmement dieselisé. Et je crois que certains aujourd'hui veulent envisager une solution automobile autre que le diesel et que assez naturellement, ces clients se tournent vers l'hybride. Alors qu'est-ce qu'on pourrait répondre aux constructeurs qui disaient, quand vous avez démarré, oui, ils font du greenwashing, ils perdent de l'argent avec chaque voiture qu'ils vendent. Vous devez perdre un paquet d'argent avant d'autant de voitures hybrides. Écoutez, on en gagne surtout beaucoup. Il suffit de regarder les résultats du groupe pour se rendre compte qu'on ne peut pas imaginer que les volumes que l'on atteint ne soient pas des volumes profitables. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on arrivera, tout du moins sur la gamme Toyota en France, à un niveau d'hybridation comme on a au Japon, où 60% des voitures neuves vendues sont hybrides ?
Je ne sais pas, parce que la France est quand même, et l'Europe en général, sont des marchés avec une forte présence de marques historiquement très installées, avec des technologies très très avancées, très évoluées sur les motorisations conventionnelles. Ce que l'on peut dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, nous frôlons les 40% de nos ventes en hybride en France, et qu'on pense qu'on va continuer à progresser dans ce domaine. Alors l'hybride chez Lexus, il n'y a quasiment plus que ça. Hein, je suis pas loin de la vérité quand je dis ça. Hein. Je voulais répondre à la question que vous posiez à Philippe, justement, parce que l'année dernière, en 2012, c'est 97% des ventes. En 2013, on a 99,9% de ventes hybrides. On a vendu 4 modèles autres que hybrides cette année. Il y a plus de diesel, il y a essence ou hybride, hein, on est d'accord. Alors l'IS300H, qui est le nouveau modèle, très sportif, et notamment avec cette finition F-Sport qui ajoute encore en sportivité, elle est créditée, cette voiture, d'un chiffre de consommation très très bas par rapport à sa puissance. Alors c'est une nouvelle chaîne hybride, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur finalement comment on arrive à ce résultat? Résultat technique ou le résultat de consommation par rapport à la puissance? Oui, 223 chevaux, 4. J'imagine c'est une nouvelle chaîne hybride, c'est ça? Une nouvelle chaîne hybride, tout à fait. Troisième génération. C'est une chaîne hybride qu'on retrouvera d'ailleurs sur une voiture qu'on a vue avec Didier au salon de Tokyo, le coupé. Oui. Et il arrivera quand, ce coupé? Théoriquement, pour le salon, on l'aura au salon de Paris, hein, donc au Mondial de Paris. Et le crossover Enix. Exactement. Dont on n'a pas le droit de dire le nom, mais on l'a dit quand même. Vous l'avez dit. C'est pas Philippe. On attend beaucoup. On l'a découvert la semaine dernière et ce sera un modèle fabuleux. Le concept car est prometteur. Monsieur Brett, la i3. Oui. Une sorte d'ovni, finalement. Parce que la technologie, cet intérieur tellement spécial, son mode de construction, ses matériaux, qu'est-ce qui vous a pris? C'est une marque. Et c'est avant tout le manifeste d'un groupe qui croit dans l'avenir de l'automobile. Il faut quand même réfléchir au fait qu'il y a 6 ans, en pleine période de crise, on a décidé d'aller dans l'électrique. Ce qui est quand même déjà une prise de courage qui nous rend assez fiers de se dire que nous sommes dans un groupe qui est le leader des marques premium dans le monde et qui, en pleine période de crise, dit nous on y croit et nous on y va et nous on appuie sur le bouton. Déjà ça, c'est un geste que je trouve assez remarquable parce que souvent en période de crise, on a tous tendance à se dire on fait le dos rond, on attend que ça passe et puis on verra bien. Nous, on continue à prendre les devants et à prendre des risques. Donc déjà, en termes d'histoire industrielle, c'est magnifique. Vous avez raison, ce n'est pas qu'un produit, donc c'est une marque et c'est toute une chaîne écologique sur laquelle on s'est lancé. i3, c'est un produit tout d'abord qui est là pour expliquer que l'électrique, ça doit partir de zéro. On est parti d'une feuille totalement blanche. C'est-à-dire que ce véhicule-là ne peut pas accueillir un moteur thermique. Il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour être totalement 100% électrique. C'était la première chose. Il y en a quand même un qui est caché derrière. Il n'a strictement rien à voir puisque ce petit moteur n'est pas du tout là pour entraîner les roues. Il est juste là pour recharger la batterie pendant que vous conduisez si vous en avez besoin. Donc il n'a aucune... ça enlève le problème d'autonomie. Ça peut enlever le problème d'autonomie. Si vous avez 30 secondes après, je pense que vous l'aurez, on peut en reparler parce que justement c'est le petit truc en plus qui peut, pour ceux qui ont encore quelques inquiétudes, l'enlever. Mais surtout i3, ça permet justement au groupe de se positionner et de se dire l'avenir doit être électrique. Cet avenir électrique, c'est donc un produit qui est encore une fois parti d'une feuille blanche, donc un risque complet, mais de se dire l'électrique, ce n'est pas une adaptation de véhicule thermique. Ce n'est pas le même type de consommation. Donc le véhicule doit être totalement fait pour ça. Après, la deuxième contrainte, ou plutôt la deuxième envie, qui n'était pas une contrainte, c'est de se dire il faut absolument que ce soit une BMW. C'est-à-dire qu'on veut que les gènes et l'ADN de la marque, qui est une marque sportive, qui produit des voitures dynamiques, on ne veut pas un produit qui soit triste. Le problème de l'écologie, c'est que souvent, quand on parle d'écologie ou de respect de l'environnement, c'est un peu ennuyeux en fait. Tout le monde dit oui c'est super, on veut respecter l'environnement, mais on va le faire un peu par la contrainte. Si vous avez conduit une i3, vous verrez que la voiture elle fait 170 chevaux, qu'elle a un 0 à 100 km/h qui la place comme une Mini Cooper S pour vous donner un peu les performances, et que surtout elle est drôle et sympa à conduire. C'est super dynamique, c'est très qualitatif, c'est très sécurisant. Donc en respectant l'ADN du groupe BMW, de la marque BMW, on a créé une marque i qui est là pour dire ça peut être 200% BMW et en même temps vous respectez, vous êtes écologique et surtout vous ne polluez pas. Et ça, c'est absolument il y a quand même un risque parce que certains de vos concurrents allemands ne croient pas au 100% électrique. Vous avez d'autres constructeurs français en particulier qui ont pris le pari de l'électrique et les ventes
ont un peu de mal à décoller. Alors déjà, vous allez me confirmer, est-ce que c'était de l'intox ou est-ce que c'est vrai? Mais est-ce que le carnet de commandes est déjà plein pour l'année pour la i3? C'est ce qu'on a entendu dire. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et est-ce que le fait de proposer un produit premium peut effectivement toucher une clientèle plus sensibilisée à l'aspect environnement? Alors, cette question, elle revient souvent. On nous dit souvent, mais BMW, vous arrivez sur un marché qui n'existe pas. Il se trouve qu'on a une petite expérience, parce qu'on a déjà fait ça. Si vous reprenez en 2001, on a lancé un produit qui est une marque qui s'appelait Mini. Et à l'époque, tout le monde nous disait, mais attendez, vendre un produit qui coûte le double d'une Twingo et qui est quasiment à la même taille, vous n'y croyez pas, ça ne peut pas se vendre. Aujourd'hui, en fait, va créer son marché. Parce qu'effectivement, l'électrique premium n'existe pas. Donc nous assumons totalement que nous créons notre marché. Et c'est ça le but, et c'est ça l'intérêt de l'histoire. Et c'est ça qui fait que cette histoire est belle. Nous sommes le premier constructeur premium à faire de l'électrique. Donc pour ça, nous y croyons totalement. Après, c'est l'évolution du marché. Effectivement, il faut des infrastructures. Aujourd'hui, on détermine que dans le monde, il y a 3 pays qui sont en avance par rapport aux autres. Ces 3 pays, c'est la France, premièrement, tout de même, donc on est pas mal en avance. Le deuxième pays, c'est la Norvège, et le troisième pays, c'est les Pays-Bas. Ces 3 pays-là sont mondialement déjà très en avance. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de la Norvège, le premier modèle en ce moment qui est vendu, qui n'est pas une BMW, c'est quand même un modèle électrique, tout modèle confondu. Donc ça veut dire qu'il y a un exemple de possibilité que ce produit et ce segment, ce marché fonctionne. Oui. Et je peux vous assurer juste que pour rouler tous les jours en I, je l'ai fait encore hier, je suis allé dans le parking qui est sous la porte de Versailles, que tout le monde connaît bien, qui est celui devant le mondial de l'automobile. Quand vous arrivez, vous vous garez sur une place réservée, vous pluguez votre voiture et elle recharge pendant que vous déjeunez, vous comprenez que totalement, votre manière de consommer l'automobile en ville va changer. C'est absolument fabuleux. Merci beaucoup.